Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, à savoir traiter de Paris un symbole de modernité. Dans un second temps, nous verrons le développement de la classe ouvrière et l'émergence de la question sociale, ce sera notre grand 3 du cours. Les travaux de modernisation de Paris, menés sous l'égide du préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann, ont eu lieu entre 1853 et 1870. C'est un moment inédit de l'histoire de France, puisqu'on n'avait jamais mené des travaux d'une telle envergure. Cette carte interactive, disponible sur le livrescolaire.fr, nous permet de montrer les évolutions de la capitale, et ainsi d'acquérir des repères cartographiques et spatiaux, mais également de mesurer l'ampleur des réalisations effectuées tant en termes de voirie que de réalisations architecturales et d'aménagement de grands espaces verts dans et à l'orée de la ville de Paris. Cette vidéo de C'est pas sorcier nous permet entre autres de s'intéresser à l'entrée de Paris dans la modernité, des innovations du baron Haussmann, mais également de la construction du périphérique. Cette photographie de Charles Marville nous permet d'appréhender le Paris pré-haussmannien. Marville crée ainsi un effet pittoresque en photographiant ce Paris de l'Ancien Régime, voire presque médiéval, qui contraste véritablement avec la modernisation voulue par le pouvoir. Car la décision d'aménager Paris est une décision prise au plus haut sommet de l'État. Comme le souligne l'extrait des Mémoires du baron Haussmann, le document 3 ici présent, écrit a posteriori dans un discours d'auto-célébration et de mise en scène aux côtés de l'empereur, qui apparaît ici comme un rôle de planificateur et de directeur avisé. Cette décision se traduit par des travaux de très grande ampleur, à l'image de ceux de l'île de la Cité, ici visible. Cette gravure sur bois représente les démolitions importantes sur un des plus anciens lieux d'occupation de la ville, donnant à voir l'éventrement d'un quartier à des fins de reconstruction, comme des immeubles ou des voiries par exemple, mais également de modernisation des réseaux techniques, comme les eaux ou les égouts. Maintenant que nous avons terminé le grand 2 du cours, nous pouvons passer au grand 3, le développement de la classe ouvrière et l'émergence de la question sociale. Nous aborderons ces deux points dans un petit a et un petit b. Nous assistons donc à la naissance d'une classe ouvrière. Il existe des artisans et des ouvriers depuis des siècles, mais l'industrialisation leur permet de prendre conscience d'une communauté d'intérêts et d'une nécessaire solidarité entre eux. En effet, les investissements massifs indispensables à la mécanisation nécessitent de grandes concentrations de capital, mais également de travailleurs. Cette huile sur toile, réalisée par François Bonhomé vers 1865, nous permet de saisir certaines caractéristiques du monde du travail sous le Second Empire. Abondante main-d'œuvre, dangerosité des tâches, ampleur des installations industrielles métallurgiques, etc. Elle nous renseigne également sur l'architecture des bâtiments industriels à cette époque. Pour faire face à leurs difficiles conditions de vie, une organisation collective se met en place. Les ouvriers montent d'abord des associations mutualistes et coopératives pour faire face aux accidents de la vie. On en compte environ 150 de ce type à Paris en 1848. Puis, malgré une législation défavorable, ils organisent des grèves pour défendre leurs conditions de travail et s'organisent politiquement, notamment au nom du socialisme. Pour rappel, le socialisme est une idéologie politique née du constat d'inégalités fortes dans les sociétés du XIXe siècle. Elle repose sur une nouvelle organisation politique, économique et sociale reposant sur un idéal d'égalité et d'équité entre les différentes populations. Cette idéologie apparaît dans un contexte où la législation est en retard pour réglementer des conditions de travail difficiles qui font naître une contestation du système économique et social, notamment chez les salariés et plus particulièrement chez les ouvriers. En 1864, des Français, parmi lesquels Eugène Varlin, participent à la fondation de l'Association internationale des travailleurs. Ils exigent une réduction du temps de travail, l'interdiction du travail des enfants, mais aussi de meilleurs salaires et un contrôle sur les moyens de production tels que les mines et les usines. Ce document iconographique est une gravure. Originellement réalisée en noir et blanc, elle a été faite par le peintre Alphonse de Neuville, qui donne à voir donc la descente des mineurs de la cage au Creusot, en Bourgogne. Cette descente est un topo des représentations du monde des mineurs, puisque c'est par là qu'ils accèdent aux galeries situées en sous-sol, ce qui nécessite l'usage de lanternes. On note la présence de jeunes travailleurs, des enfants en bas, au premier plan.
Cette descente, qui pouvait aussi concerner les chevaux, n'était d'ailleurs pas sans risque. Voici la une du Monde illustré, datant du 29 janvier 1870 et représentant la répression d'une grève au Creusot. En effet, sur l'image, nous pouvons observer principalement à droite les ouvriers grévistes et à gauche l'armée. L'État est ambivalent à l'égard des ouvriers, c'est-à-dire qu'à la fois il va se montrer capable de politiques particulièrement répressives, envoi d'armée contre les ouvriers parisiens en 1848 ou emprisonnement des sans-emploi. Mais il prend aussi quelques mesures de protection sociale. En 1851, la durée du travail est limitée à 10 heures par jour, au-dessous de 14 ans, à 12 heures par jour, entre 14 et 16 ans, et le travail de nuit est interdit pour les moins de 16 ans. Enfin, il favorise les associations mutualistes, puis les formes de grève, avec l'adoption de la loi Olivier en 1864. Mais les affrontements violents continuent à opposer armée et ouvriers. Nous allons pouvoir maintenant aborder la question sociale. Cette une du journal hebdomadaire allemand Der Wahre Jacob, paru le 21 février 1905, est une caricature qui montre l'oppression des masses laborieuses, au premier plan, par les patrons enrichis et engraissés, au second plan. Le spectre de la mort rôde et accable les prolétaires qui ploient littéralement sous le fait du capitalisme, ici représentés par les usines et les chapeaux de forme. Le manifeste du Parti communiste, paru en 1848 et dû à la plume de Marx et Engels, est un des textes les plus célèbres de la littérature politique du XIXe siècle. Dans ces extraits, il est question de la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie, de la prise du pouvoir par la révolution prolétarienne, mais également de l'annonce d'une société sans classe. À partir des pages 112-113 de votre manuel, nous allons véritablement faire un zoom sur le droit de grève, en nous posant la question suivante. Pourquoi la grève est-elle revendiquée comme un droit fondamental par les ouvriers? Afin de répondre à cette question, je vous invite à former un développement construit. Sans introduction ni conclusion, il ne me semble pas que ce soit particulièrement nécessaire. Vous rédigerez donc un ou plusieurs paragraphes permettant de compléter votre cours. Attention, il n'y aura pas de correction. Si vous voulez m'envoyer votre travail pour que je le valide, aucun problème. Bonne journée à vous. Au revoir.